Bonsoir Jacqueline Bousquet. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci de participer à cette émission Plus près des étoiles. Il y a quelques jours, j'ai reçu un livre que vous avez coécrit avec Sylvie Simon, Le réveil de la conscience, dialogue sur une nouvelle vision du monde, paru aux éditions Guy Trédaniel. Alors avant de vous poser des questions concernant cette thématique de cette nuit, j'aimerais que pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous vous présentiez, dussé-je votre modestie en souffrir. Eh bien, je suis chercheur. J'ai passé une partie de ma vie au CNRS en tant que biologiste. J'ai passé pas mal de diplômes, étant donné ma curiosité, c'est-à-dire que j'ai passé un diplôme international d'écologie humaine, ce qui fait que je m'intéresse beaucoup à l'écologie. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'agriculture biologique, par exemple. Vous êtes docteur en sciences, biologie, biophysique. Oui, ça. Vous avez été la collaboratrice du professeur Émile Pinel. Oui, ça c'est certain que ça m'a beaucoup marqué, étant donné que c'est grâce à Pinel que j'ai pu entrer dans l'immatériel, donc dans les programmes. Étant donné que même un enfant sait que pour faire quelque chose, il faut avoir un plan. C'est-à-dire, si on n'a pas de plan, on a des matériaux épars, comme par exemple des gènes ou des briques. Puis on va faire une maison. Mais s'il n'y a pas de plan, on ne fera pas de maison. Eh bien, en biologie, c'est la même chose. Ce livre que j'ai sous les yeux, Le réveil de la conscience, m'a attiré. Je l'ai dévoré, hein, je dois vous le dire, je l'ai dévoré. Je l'ai trouvé mais palpitant, pratiquement comme un roman policier. Une véritable enquête que vous avez effectuée avec Sylvie Simon, qui était mon invité il y a 15 jours. Et puis, il y a deux sujets qui m'ont particulièrement intéressé. Il y a l'évangile de Thomas, on en reparlera sûrement. Mais à un moment du livre, vous parlez du don des larmes. Oui. Alors, pour le chercheur que vous êtes, même si ça paraît un peu incongru de parler du don des larmes, qu'en est-il pour vous, Jacqueline Bousquet? Eh bien, les larmes sont d'une importance considérable pour évacuer les émotions, les stress, en fait, il faut dire. Parce que le vivant évolue grâce au stress. Mais il est évident que parfois, des stress mal gérés, et Dieu sait si nous en avons actuellement, vont être à l'origine de la plupart de nos maladies, dans le sens de maladire. Et donc, ces champs informationnels qui structurent la matière exigent de s'incarner dans le corps physique. Et lorsque le stress est trop grand, il va provoquer une rupture de dialogue entre le champ, son intermédiaire, le cerveau, qui se comporte comme un cristal liquide, et un organe associé à la nature du stress. Bien. Donc, les larmes sont là pour évacuer justement ce stress, parce que l'eau a la propriété de s'informer. Elle est informée et informante. Et la mémoire de l'eau, n'est-ce pas, etc. Vous connaissez les travaux de Benveniste. Les travaux de Benveniste, entre autres, oui. Oui. Et il est évident donc que les larmes sont là pour évacuer le surplus de tension qui autrement pourrait provoquer une maladie. Donc il faut pleurer quand on a la chance de pouvoir le faire, et il faut surtout pas élever les garçons en leur disant que les larmes c'est bon pour les filles, parce que on les empêche d'évacuer des stress qui déstructurent. Alors que, je vous dis, l'essentiel du stress peut passer dans les larmes, peut passer aussi dans d'autres choses, évidemment, par exemple. Dans le rire, par exemple. Oui, alors ça, c'est encore plus extraordinaire, parce que là, ça montre une prédisposition à dépasser très très bien le stress. Oui, le rire, mais il y a tout plein d'autres choses aussi. Il y a le cri. Oui. Il y a la colère, qui fait casser des objets, par exemple. Enfin, il faut évacuer le stress, il n'y a pas de problème, parce que sinon, ce stress va, dans le cas le plus grave, provoquer un fusible qui saute dans le cerveau et qui va donc empêcher le champ informationnel de driver correctement un organe. Alors, il n'y a plus de dialogue entre l'organe et le champ est un champ de forme, donc il va exiger d'avoir l'organe. Et donc il va dire au cerveau, je veux un ovaire, par exemple. Et comme il n'y a pas le retour pour l'ovaire qui dit, mais je suis là, eh bien, il y a des ordres de mitose, et c'est un cancer. Dans le studio, j'ai Cyrus, je vais garder ce pseudonyme,
Cyrus qui avait un cancer de la gorge, et qui a mis quelques années pour s'en guérir, parce qu'il en est guéri, il en a guéri, il est kinésithérapeute, et pendant plusieurs années, il a connu ce don des larmes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et en reprenant le Nouveau Testament, vous vous souvenez sans doute avoir lu que quand Jésus rencontre Lazare, Jésus pleure. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire hardiment que les pleurs de Jésus auraient permis à Lazare de revenir vivant? Ça, je ne sais pas. Là, j'avoue que vous me posez un problème sur lequel je ne me suis jamais penchée. Oui. Je ne sais pas du tout, parce que tout étant très symbolique au niveau de Jésus, en fait, Yeshua, n'est-ce pas? Parce que Jésus, ça signifie pas grand-chose, tandis que Yeshua avait son code chiffré. Je reconnais bien chez Jacqueline Bousquet la femme qui a étudié la Kabbale très, très profondément. Ah oui, parce que je pense qu'avec ça, on ne peut pas rester ignorant, même si on le voulait. Et d'ailleurs, je me propose d'écrire un article très prochainement sur Kabbale et science, en montrant que la connaissance de la Kabbale nous fait entrer, mais alors vraiment, dans la science la plus évoluée, évidemment, pas la science de la matière. Est-ce dire, Jacqueline Bousquet, que les scientifiques, les chercheurs, les médecins devraient approcher d'un peu plus près le fonctionnement des glandes lacrymales? Enfin, oui, bien sûr, mais le fonctionnement des glandes lacrymales va rester au niveau du corps physique, et le corps physique, ça n'est rien d'autre qu'une antenne. Alors, pour vous donner une image, pour que les auditeurs comprennent, la science se comporte en prétendant étudier la télévision, la vie, en démontant des téléviseurs, des organes vivants. Alors ils alignent des gènes, mais c'est comme s'ils alignaient des touches de piano. Est-ce que cela va donner une partition? Non, la partition est dans l'invisible. La partition est dans le champ. Alors, je viens de vous dire, les larmes qui sont émises par les glandes lacrymales, les glandes vont sécréter sous l'influence justement d'une émotion qui va faire que ce champ immatériel va se matérialiser au niveau du cerveau par un phénomène de piézoélectricité et créer une molécule dans le cerveau qui va être responsable des pleurs. Parce qu'il faut bien qu'il y ait l'émotion qui crée les pleurs. Et l'émotion, c'est quelque chose d'immatériel. Il faut bien comprendre aussi que qu'est-ce qui peut provoquer une accélération du cœur lorsque quelqu'un est immobile? C'est encore une émotion. C'est encore un stress. Donc nous passons bien là de l'immatériel au matériel. On associe souvent les pleurs à la souffrance. Il peut y avoir aussi des pleurs de joie. Pas forcément. On peut aussi pleurer de joie. Oui. On peut aussi pleurer de compassion. Pleurer d'amour? Oui, je pense aussi. On peut être très très ému en voyant des scènes extrêmement touchantes. Moi, il m'arrive d'avoir les larmes aux yeux en regardant des comportements d'animaux, que je suis très touchée par le monde animal. Je me sens très proche du monde animal. Est-ce dire, Jacqueline Bousquet, que nous devrions pleurer un peu plus? Oh, ça certainement. À condition de savoir pourquoi nous pleurons. Oui, j'allais dire nous serions plus humains. Oui. Non, je crois que notre époque est caractérisée par, j'allais dire, un égoïsme dans le sens de culte de l'ego, hein. Oui, bien sûr. Parce que ça a été un petit peu mal utilisé, le mot égoïsme. Parce que il est évident que le fait de s'identifier à la matière, à la forme, s'identifier au champ H1 de Pinel, qui est un champ électrique, fait que on est séparés les uns des autres, puisque les polarités extérieures de nos corps physiques sont positives. Et donc, quand on s'approche de quelqu'un, obligatoirement, nous présentons nos pôles positifs dont nous nous repoussons. C'est ce qui va créer l'individualisme. Alors que dans le chant, le fameux chant qui nous anime, qui contient tout ce que nous sommes, tout ce à quoi nous croyons, ce chant-là est magnétique et donc à l'origine de l'amour, l'aimant. C'est pas pour rien qu'on appelle un aimant quelque chose qui est capable de capter un champ magnétique. Vous voyez? Et quand on dit aimant, on n'est pas loin de aimant, on n'est pas loin d'amant. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je pense que justement, au niveau de nos corps physiques qui nous séparent les uns des autres, qui nous individualisent, ce n'est pas pour rien qu'on sait que la fusion passe par le sexe.
Et le sexe est justement le point d'ancrage du basculement de l'onde au courant électrique, autrement dit, à l'origine de l'incarnation. Y a-t-il dans la sexualité du sacré et du divin, Jacqueline Bousquet? Je suppose que ça devait exister. Je ne sais pas si ça existe encore, parce que je pense que l'humanité est vraiment dans une déchéance maximum, étant donné qu'elle est en train de quitter l'ère des poissons, qui était l'ère justement de la dualité, parce que le poisson, on le représente toujours deux, et nageant en sens inverse, comme les polarités plus et moins, qui limitent nos formes et qui nous isolent les uns des autres. Donc cette ère-là était l'ère de la dualité et donc de la matérialité. Et nous sommes à l'acmé de parce que nous allons quitter très très vite pour entrer justement dans l'ère du Verseau. Et le Verseau, ce sont les ondes, et les ondes, ce sont justement les champs magnétiques, le dépôt du savoir et l'amour. Voltaire a écrit une phrase que vous reprenez sur la 4e de couverture de ce livre, que je convie vraiment les auditrices et auditeurs à lire. En pleine conscience, le réveil de la conscience dialogue sur une nouvelle vision du monde. Voltaire disait: le hasard est le synonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Oui, absolument, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Alors qu'ont fait les réductionnistes dans les laboratoires? Oui, les laboratoires, malheureusement, je vous ai dit, ils sont... Enfin, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire la biologie. Hein. Et bien évidemment, je ne me mêle pas des autres sciences. Mmh. Mais en biologie, par exemple, nous payons matérialisme à outrance, et nous payons surtout l'expérimentation animale, qui est une honte, mais vraiment une honte, une monstruosité et une honte. De quel droit faire des choses comme ça? Et c'est cette approche qui est responsable du fait que nous avons une médecine qui rend malade, qui ne s'occupe que des symptômes et qui pour rien au monde ne veut guérir, parce que imaginez un petit peu ce que ferait le laboratoire. Nous avons parlé tout à l'heure, on l'a un tout petit peu effleuré, on a parlé du don des larmes, et je vous ai dit en même temps que le rire, est-ce que l'on peut mêler les deux? Ah oui. Et qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça peut donner? Je connais personnellement des personnes qui ont vécu cette expérience et qui en sont ressorties, mais complètement, vous voyez ce que je veux dire? Transformées, oui. Absolument. De toute façon, il faut absolument et à tout prix changer le psychisme, puisque c'est lui qui est responsable de la maladie, de la pathologie. Donc, il faut le changer d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, par exemple, il y avait une personne qui, se sachant perdue, avait utilisé tout son argent pour faire le tour du monde, pour faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Et faisant cela, elle a guéri. Et s'est retrouvée guérie et ruinée. Bon, on connaît bien l'expérience de Cousin, qui, se sachant perdu aussi, a pris une série de films drôles. Et à la suite de tout ça, il a ri, et puis il a guéri. Il faut à tout prix, changer la vision que nous avons du choc que nous avons reçu, quel qu'il soit. Ça nous oblige, parce qu'en fait, il faut dire que les choses sont ce qu'on pense d'elles. Parce que ça, c'est très important. Le cancer, on en parle depuis des années. Vous parlez en 1971 dans ce livre, paru aux éditions Guittre Daniel. En 1971, Richard Nixon, qui était le président des États-Unis, avait lancé, a dépensé des millions de dollars. Oui. Nous sommes en 2004. Où en est-on du cancer? Mais personne. Dans la science officielle, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, je pense que la solution qui consiste pour eux à l'enlever est un non-sens. Parce que la première question que poserait quelqu'un, j'allais dire, de raisonnable, ce serait de dire pourquoi cette personne a fait un cancer, de façon à éliminer la cause. Mais non, on élimine le symptôme. Autrement dit, vous êtes dans votre voiture, un voyant rouge s'allume, soit vous n'en tenez pas compte, soit vous allez voir le garagiste qui éteint le voyant rouge et vous fait repartir. Vous ne l'accepteriez pas. Or, vous acceptez cela de la médecine. C'est-à-dire, vous avez un cancer, on l'enlève. Vous avez le sang trop fluide, on le coagule. Il coagule, on le fluidifie. Vous avez mal à la tête, prenez une aspirine. Vous avez des rhumatismes, prenez des antialgiques ou des anti-inflammatoires. Non mais ça s'appelle enlever le symptôme. Mais pourquoi? Professeur Maté, qui n'est pas un inconnu, a dénoncé il y a
quelques années, déjà en 88, si ma mémoire est bonne, ce qu'il a appelé la Cancer Connection. Ah oui, absolument. Il a d'ailleurs été interviewé, je me rappelle, par l'Express, et il avait dit... Et par Le Monde aussi. Si j'avais un cancer, je n'irais jamais dans un centre anticancéreux. Alors, entre parenthèses et au passage, le mot anticancéreux m'a toujours profondément choqué, parce qu'il annonce bien la couleur. Il n'est pas contre le cancer, mais il est contre les cancéreux, le centre. Alors, c'est déjà très gênant. Vous parlez du centre Gustave Roussy. Oui, je dis bien, le centre anticancéreux. Ouais. Bon, ce n'est pas anti-cancer, c'est anticancéreux. C'est important au point de vue sémantique. Bon, alors donc il a dit que s'il avait un cancer, il n'irait jamais là, parce que, dit-il, si le centre a investi dans la radiothérapie, ben vous serez radiothérapisé. Si c'est dans la chimio, etc., il a bien dénoncé à l'époque, montrant bien que, et encore, on en est toujours au même point, je veux dire, on utilise des antimitotiques ou des ondes pour traiter le cancer, alors qu'on sait que ces mêmes produits sont cancérigènes. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et en plus que Hammer a fait la preuve à 99% des cas que le cancer était toujours d'origine psychique. C'est-à-dire que c'est un choc vécu dans l'isolement. Or, pourquoi ne pas s'intéresser, par exemple, au cancer du poumon, au lieu de dire que ce cancer est créé ou est généré par la cigarette, ce qui est complètement faux. Parce qu'il y a des tas de gens qui ne fument pas et qui ont un cancer du poumon. Hammer dit, le cancer du poumon est lié à une peur brutale de la mort. Est-ce que vous pensez que la médecine n'est pas pour rien lorsqu'elle annonce à quelqu'un qu'il a un cancer? Il va obligatoirement, et s'il a peur, faire un cancer du poumon. Hammer qui a également fait de remarquables travaux sur la sclérose en plaques. Surtout, il ne s'est jamais trompé. Oui. Il ne s'est jamais trompé. Mais les médias n'en parlent pas. Mais je pense qu'il doit y avoir très probablement une censure. Parce que les médias ne sont pas aussi clairs qu'ils devraient l'être. Et je pense qu'ils ne disent que ce qu'on leur dit de dire. Ça, c'est aussi clair. Parce que sinon, la moindre enquête qu'ils pourraient faire montrerait qu'on peut guérir du cancer extrêmement facilement et qu'il y a plein de gens qui guérissent du cancer spontanément et qu'en particulier chez les vieillards, les autopsies ont souvent montré qu'ils s'étaient guéris spontanément de cancer. Je reviens à ma question que je trouve essentielle pour cette soirée sur le don des larmes. Devrions-nous pleurer plus souvent? Est-ce qu'il y aurait un mode d'emploi? Ou tout simplement employer un grand mot que je vais appeler lâcher prise? Oui. Se laisser aller à son émotion? Si, vous avez tout à fait dit ce qu'il fallait. C'est lâcher prise et entrer dans l'émotion en la laissant s'évacuer. Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, vous pourrez, si vous faisiez une enquête sur le sujet, il y a beaucoup de gens qui vous diraient que s'ils sont seuls, ils pleurent. On pleure difficilement devant les autres, comme si on avait honte. Vieille éducation judéo-chrétienne, entre autres. Je pense, très certainement. Et en particulier, ce que je trouve absolument navrant au niveau des hommes. Mais même les femmes, d'ailleurs, parce que il y a un jugement, j'allais dire, de la société qui est péjoratif. Mais j'ai ce privilège ce soir d'avoir dans le studio donc Cyrus et puis Catherine qui est une infirmière qui enseigne le Reiki. Ah oui. Et qui m'a raconté, et elle est là dans le studio, et j'ai suffisamment parlé avec elle, qui m'a raconté que quand elle donnait des soins, quand elle prodiguait des soins, elle pleurait, mais vraiment avec des grosses larmes, d'énormes larmes qui n'en finissaient plus de couler. C'est extraordinaire parce que ça montre qu'elle était en relation profonde avec la personne qu'elle soignait et qu'elle évacuait une partie de la tension de l'autre. Parce que lorsque l'autre se confie, s'abandonne, je dirais. Il y a des transferts. Il y a des transferts qui se font. J'ai des amis qui, lorsque je leur parle un petit peu du fonctionnement, de comment ça marche, justement de laisser aller, se laisser aller, etc., eh bien, c'est moi qui baille. Et c'est eux qui se défendent. Jacqueline Bousquet, voilà, c'est impromptu. Je vous ai demandé de participer à cette émission. Vous habitez Bordeaux, oui. Mais vous venez régulièrement à Paris. Oui. Alors pour celles et ceux qui vous écoutent, quelle est la prochaine date de votre venue à Paris?
Ah, mais c'est pour un cours privé, Oui, donc, et c'est le 18 avril. oui. Et ensuite aussi pour une conférence privée au CREAT, chez les acupuncteurs de France. Ensuite, il m'arrive aussi d'aller à Paris parce que je viens d'être nommée présidente de l'association Pro Anima. Ah, c'est une excellente nouvelle. J'ai reçu Pro Anima il y a un peu plus d'1 an et demi. Ah. Et nous avons démontré par A plus B qu'il était complètement inutile Voilà. de faire de l'expérimentation animale pour soigner des humains. Ah oui, c'est un non-sens, une aberration, et en plus c'est extrêmement dangereux pour l'humain, et on le voit, puisque la plupart des médicaments qui ont été testés chez je ne sais combien d'espèces d'animaux sont retirés du marché en catastrophe, étant donné leur effet iatrogène. Qu'il y a en France donc un excès de médication, et que 25 000 morts sont dus à l'effet iatrogène des médicaments, 10 000 aux erreurs médicales et 10 000 aux maladies nosocomiales. Nous ne parlons là que des morts. Et tout ça sous le couvert de l'expérimentation animale. Exactement. Jacqueline Bousquet, je vous inviterai avec plaisir dans le plus près des étoiles du 7 mai. J'espère que vous arriverez à vous libérer. Oui, Puisque ok. vous venez à Paris le 8 mai, Oui, ok. on passera quelques heures ensemble dans le studio de Radio Ici et Maintenant. Oui, absolument. Là, je vous arrache la promesse, là. Je ne sais pas, mais peut-être que les acupuncteurs après se plaindront Non. du fait que je dormirai au lieu de leur parler des champs informationnels. J'aimerais bien, en votre compagnie, en la compagnie du docteur Fragnier, qui est aussi intervenu il y a quelques minutes sur le don des larmes, que nous parlions tous ensemble de l'évangile de Thomas. Ça, c'est une merveille. Merci Jacqueline Bousquet. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.